En août 2002, je me trouvais à Santos, qui est le port à proximité de São Paulo, sur une tribune, à côté, ou plutôt derrière, un certain nombre de notables du PT, du Parti des travailleurs, qui se succédaient pour haranguer la foule. Parmi eux, le sénateur Suplicy, qui est le grand défenseur du revenu de base en Amérique latine. Le dernier des orateurs était quelqu'un qui se présentait alors pour la première fois, s'est avéré avec succès, à la présidence de la République, Lula. Avec l'éloquence qui le caractérise, il a tenu un discours pour défendre une idée simple: ce dont nous avons besoin ici au Brésil, ce ne sont pas des aumônes, ce sont des boulots, ce sont des emplois. Et fortement applaudi par la foule, il avait, semble-t-il, choisi ce thème, notamment en raison de la présence à ses côtés de son vieux camarade et cofondateur du PT, Eduardo Suplicy. Et pour illustrer son propos et étayer sa thèse, il a raconté cette anecdote qu'il a racontée à d'autres occasions, qui commence comme ceci. Il avait 14 ans et il travaillait à ce moment-là comme mécanicien dans un garage. Puis il a perdu son boulot. Il habitait chez sa mère et il rentrait d'habitude chaque soir chez sa mère avec la paye du jour. Mais voilà, il n'avait plus de boulot, mais il partait quand même pendant la journée, il rentrait le soir après avoir enduit sa combinaison de graisse de voiture pour donner l'impression d'avoir travaillé. Parce que, disait-il, pour ma mère, ce qui comptait, c'était d'avoir un boulot, plus que de rapporter de l'argent, c'était d'avoir un boulot. Ça rejoint ce que Patrick a dit tout à l'heure. Alors, avait-il raison? Oui, je crois qu'il y a quelque chose de fondamentalement vrai dans cet épisode, mais que, contrairement à ce que sans doute Lula pensait lui-même, ce n'est pas un argument contre le revenu de base, contre l'allocation universelle, mais c'est un argument en faveur de l'allocation universelle. C'est un argument à la fois en faveur de sa nécessité et en faveur de sa faisabilité. Ou, de manière un peu plus précise, c'est un argument en faveur de la nécessité d'un revenu universel, c'est-à-dire sans condition de ressources, sans condition de revenus, et c'est un argument en faveur de la faisabilité d'un revenu inconditionnel au sens d'un revenu sans contrepartie en disponibilité à travailler. Et je vais m'expliquer rapidement sur ces deux points, ce sera l'essentiel de mon exposé. Premièrement, en quoi est-ce que ça peut être un argument en faveur de la nécessité d'un revenu universel ? Lula, comme beaucoup d'autres, c'est aujourd'hui un consensus, ce n'a pas toujours été, pense qu'il faut lutter contre la pauvreté et assurer à tout le monde un revenu décent. C'était du reste aussi le début de sa campagne Fome Zero, zéro faim, pour lutter contre la pauvreté au Brésil. Donc il faut assurer un revenu par la voie publique. Je dis, ça n'a pas toujours été un consensus, parce qu'il suffit de lire les critiques acerbes qu'on trouve contre les poor laws anglaises, qui était le système le plus systématique d'assurance publique jusqu'au XVIIIe siècle, le XIXe siècle, un critique acerbe que vous trouvez sous la plume pas seulement de Malthus ou de Ricardo, mais aussi par exemple de Tocqueville ou de Hegel, qui estimaient qu'il fallait revenir à la charité privée. Aujourd'hui, on n'en est plus là, et que ce soit aujourd'hui sous la forme de Bolsa Familia comme au Brésil ou du RMI, RSA en France, on estime qu'il faut assurer ce revenu inconditionnel. Mais la manière, un revenu minimum à chacun. Mais la manière la plus évidente, la plus directe d'assurer ce revenu, c'est simplement de donner de l'argent aux pauvres, suffisamment d'argent aux pauvres pour qu'ils atteignent le seuil, pour que chaque ménage atteigne ce qui est considéré comme étant le seuil de la pauvreté. Mais ça, c'est problématique du point de vue de l'accès à l'emploi,
pour deux raisons. La première, c'est celle qui est communément décrite sous le nom de trappe du chômage, ou piège de la pauvreté. Dès le moment où on cible ce revenu sur les pauvres, ça veut dire que quand on devient un peu moins pauvre, on perd le bénéfice de cette allocation à mesure qu'on parvient à obtenir un revenu de son travail. Alors, dans un certain nombre de systèmes, dont le RSA, on essaye de corriger ça, et quand on le fait de la manière la plus systématique, ça devient l'impôt négatif sur le revenu. Mais souvent, il y a d'autres avantages qui sont liés au fait d'être pauvre, comme la gratuité pour certains services, etc. Ce qui fait qu'au total, quand on a accès qu'à des revenus qu'à des emplois relativement peu rémunérés, ou quand on a la possibilité d'avoir accès, parfois pour des raisons psychologiques, en raison d'obligations familiales, etc., qu'à un emploi à temps partiel, il n'y a pas moyen de se retrouver dans une situation financière meilleure en travaillant qu'en ne travaillant pas. Ça, c'est la première composante, en quelque sorte, de ce piège qui est lié au système conditionnel, au système avec conditions de ressources, système non universel. Mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul, parce que s'il n'y avait que celui-là, on pourrait considérer effectivement que l'impôt négatif sur le revenu, qui peut arriver sur papier à une distribution nette identique à ce qu'il est possible d'obtenir en cas de revenu de base, on pourrait dire que l'impôt négatif sur le revenu est tout aussi bien que l'allocation universelle. Mais il y a une différence fondamentale entre les deux, qui est bien mise en évidence, par exemple, dans ce texte qui date de 1999, si vous me permettez de parler à la belge d'une manière un peu compliquée que la manière un peu plus alambiquée qu'un de vos rois semble vous avoir convaincu d'utiliser. Donc un texte de 1999 qui est une critique faite de ce qui avait été proposé à l'époque par Roger Godineau sous le nom d'allocation complémentaire de revenus, donc dans le cas de la France, qui était en fait une forme d'impôt négatif sur le revenu. L'auteur dont il s'agit ici critique Roger Godineau en disant que l'impôt négatif sur le revenu conserve le désavantage du RMI, qui existait à l'époque, le désavantage de stigmatiser les bénéficiaires. Ça reste un dispositif qui est centré sur les pauvres. Entre parenthèses, dans la leçon du 9 mars 1979 de Michel Foucault, c'est vrai que tout le début de sa discussion, enfin la plus grande partie de sa discussion montre une certaine sympathie à l'égard de l'impôt négatif, mais il finit dans les tout derniers paragraphes par le récuser en disant tout ça c'est du néolibéralisme qui diffère fondamentalement de l'approche universaliste que nous avons dans les systèmes européens qui vise à ne pas faire la distinction entre les pauvres et les non-pauvres. L'impôt négatif conserve cette distinction-là avec un dispositif qui doit faire cette distinction parce que seuls les pauvres reçoivent ce bénéfice. Et donc, premier avantage de l'allocation universelle, c'est, dit l'auteur en question, c'est de ne pas stigmatiser de la manière, même si on le fait très gentiment, de la manière qui est inéluctablement liée à un système qui repose sur un contrôle de ressources. Mais il y a un deuxième avantage qui, lui, est crucial du point de vue de l'emploi. Par définition, lis ici, une personne sans emploi et vivant uniquement de l'allocation universelle peut être certaine de conserver son allocation quoi qu'il arrive. Les choses sont inévitablement beaucoup plus compliquées dans le cas d'un impôt négatif sur le revenu ou du RMI. La prise en compte des nouveaux revenus peut nécessiter plusieurs mois de délais administratifs et ces quelques mois peuvent être très importants pour les ménages dont l'équilibre économique au quotidien est très fragile. Et donc des exemples ont été mentionnés tout à l'heure, et d'autres sont mentionnés ici. Et puis, conclut, il n'existe aucune quantification précise de ce phénomène, mais selon plusieurs associations, ces problèmes de délais administratifs semblent avoir des conséquences désastreuses sur la perception que les allocataires de l'impôt négatif ont de leur sécurité économique et donc sur leur comportement. Puisqu'un travail de quelques mois risque de me faire perdre le bénéfice du RMI, pendant le long trimestre, à l'issue de cette période d'activité, alors pourquoi prendre un tel risque? Donc il y a un piège lié à l'incertitude qui est au moins aussi important que le piège lié à l'absence de différentiel de revenus. Bon, je vous ai
pas mentionner d'emblée qui est l'auteur de cette critique de l'impôt négatif sur le revenu. Qui croyez-vous que c'est? Voilà. Alors, lui, il le sait parce qu'il a lu le texte. C'est quelqu'un qui est devenu beaucoup plus célèbre depuis lors qu'il ne l'était à l'époque. C'est Thomas Piketty. Thomas Piketty qui défend l'allocation universelle contre l'impôt négatif et a fortiori contre le RMI dans un document de la Fondation Saint-Simon qui date de cette époque-là. Donc, premier de mes 2 points, c'était celui-là. Il y a donc pourquoi est-ce que l'argument de la thèse centrale de Lula dans cet exposé est en fin de compte un argument pour l'allocation universelle? C'est parce que dès le moment où on considère qu'il est important de lutter contre la pauvreté, il importe d'essayer de le faire de la manière la plus universelle possible, parce que si on le fait de manière universelle, si on donne un socle plutôt qu'un filet, eh bien, ça permet d'éliminer, ou en tout cas de réduire, à la fois la trappe du chômage en termes d'absence de différentiel de revenus et la trappe du chômage liée à cette incertitude bien décrite par Piketty. Bien avant Piketty, d'ailleurs, James Tobin, dans le tout premier papier technique discutant l'impôt négatif sur le revenu, en 1967, indiquait pour la même raison qu'il préférait l'allocation universelle, qu'il appelait le Demo Grant à l'époque, à la formule impôt négatif sur le revenu. Deuxième point, et dernier, quid alors de l'inconditionnalité? Donc j'ai parlé là de l'universalité, absence de contrôle de ressources, mais si on est favorable à cette intégration par le travail, pourquoi supprimer cette obligation d'être disponible sur le marché du travail? Est-ce que ce ne serait pas mieux de le faire? Est-ce qu'on ne risque pas de se trouver dans une situation dans laquelle beaucoup choisiront de ne pas travailler? Alors, on a déjà invoqué des arguments empiriques à l'instant pour dire que ce n'est pas ça qui se produit. Mais je voudrais d'emblée mettre en garde contre des arguments spécieux sous cet angle-là. Par exemple, un jeune et sympathique entrepreneur allemand qui s'appelle Baumeier, berlinois, a récemment lancé une expérience en 2013, et c'est toujours en cours. Il a fait du crowdfunding pour financer un Grundeinkommen, mein Grundeinkommen, ça s'appelle, à des personnes tirées au sort. Tous ceux qui participent au crowdfunding sont mis dans la loterie et peuvent recevoir pendant 1 an une allocation universelle de 1 000 €. On est déjà au numéro 13, je crois. C'est déjà le 13e qui est financé de cette manière-là. Et la condition, c'est qu'on permet alors d'observer le comportement de cette personne pendant la durée de la jouissance de ce revenu inconditionnel. Bon, qu'est-ce qu'on peut en tirer du point de vue de la faisabilité et de la soutenabilité d'un revenu de base? Rien du tout. Rien du tout. Pourquoi? Premièrement, il y a évidemment une grande différence entre donner une allocation universelle à un individu et le donner à tous les membres d'une communauté. Deuxième chose, non moins importante, il est évidemment très important, ça fait une énorme différence de dire vous recevez ça pendant 1 an et vous recevez ça pendant toute votre vie. Et ça peut aller dans les 2 sens. On peut dire, bon, je le fais pendant 1 an, je reçois ça pendant 1 an, donc je n'ai rien changé du tout, ou bien je ne le reçois que pendant 1 an, donc maintenant je vais vraiment en profiter. Donc, mais la réaction des gens sur tout le long de la vie, vous ne pouvez rien en tirer. Troisièmement, et surtout, on ne tient nullement compte du financement. On ne peut pas financer une allocation universelle pour tout le monde par crowdfunding. Bon, alors, si on me demande, moi, on me dit, bon, là, tu reçois 1 000 € par mois pendant 1 an ou pendant 10 ans, est-ce que c'est ça la question qu'il faut poser pour savoir comment je réagirais en cas de l'introduction d'un régime d'allocation universelle? Si on introduit un régime d'allocation universelle, je n'aurai pas 1 000 € en plus, j'aurai peut-être 300, 200 € en moins chaque mois, parce qu'il faudra financer cette allocation universelle, et qu'on la finance par l'impôt direct ou autrement, des personnes qui gagnent bien plus que la moyenne dans mon pays comme moi, eh bien, je toucherai un peu moins. Donc c'est une question absurde, enfin, c'est absurde de croire qu'on va pouvoir tirer des conclusions de la manière dont je me comporterais en cas d'allocation universelle si on disait qu'est-ce que tu ferais si tu avais 1 000 € en plus de ce que tu as maintenant. Donc c'est aberrant d'essayer d'en tirer des conclusions. J'ajoute, c'est aussi aberrant de tirer des conclusions de l'expérience namibienne et de l'expérience indienne. Alors, et c'est important d'avoir ça en tête pour ne pas utiliser de mauvais arguments en faveur du revenu de base. Pourquoi? On a effectivement, je ne dis pas que ces expériences sont sans intérêt, mais sont sans intérêt
pour la question qui nous occupe ici. Pas seulement en raison du contexte totalement différent, hein, donc, tant dans les expériences indiennes, intéressantes sur le plan scientifique, bien contrôlées, que dans le cas de l'expérience namibienne qui est scientifiquement beaucoup plus, je dirais, amateuriste. Hein, mais bien sûr, la situation de départ est très différente. Il n'y a rien qui ressemble, ne fût-ce qu'un petit peu, au RMI ou au RSA, hein, comme toile de fond. Donc on part de rien du tout, pratiquement en termes d'allocation sociale. Donc tous les faits de réduction de la trappe de la pauvreté, et donc l'impact positif sur l'activité que ça pourrait avoir, c'est tout à fait imperceptible dans ces expériences-là. Par contre, alors évidemment, il y a les mêmes difficultés liées à la perspective temporelle, hein, donc même si c'est pour plus qu'un an, en fait, dans l'expérience namibienne, c'était vraiment prolongé avec des fonds extérieurs d'une manière très incertaine alors à chaque coup. Dans le cas de l'expérience indienne, on a dit d'emblée, je crois que c'était pour 3 ans qui recevraient le montant. Bon, ça change évidemment beaucoup de choses. Mais surtout, tous les effets bénéfiques, y compris l'augmentation du travail indépendant des entreprises, etc., c'est dû à une chose qui est le financement massif venant de l'extérieur, qui a augmenté le pouvoir d'achat dans ces communautés et qui fait que, il y a des beaux témoignages du reste d'une femme qui a dit, bon, maintenant j'ai pu effectivement faire marcher ma petite boutique et de la couture, etc., parce qu'il y avait de la demande solvable. Il y avait de la demande solvable grâce à ces fonds extérieurs. Alors, donc, il faut être prudent dans l'usage qu'on fait de ces données, même si elles sont intéressantes pour d'autres questions. Quels sont alors les bons arguments? Quels sont les bons arguments pour dire, écoutez, pas de problème, on introduit un revenu même inconditionnel, et les gens continueront à travailler, ça peut être bon pour l'économie. La première chose, évidemment, première chose à dire, c'est que donc il va y avoir des taux marginaux de taxation qui devront être plus élevés pour certaines catégories importantes de la population, mais est-ce que ça va affecter l'offre de travail? Il faut bien se dire que l'offre de travail est affectée beaucoup plus par les revenus relatifs que par les revenus absolus. Il y a un des premiers défenseurs académiques de l'allocation universelle, George Cole, disait qu'un jour, l'allocation universelle, ça deviendra une espèce de pocket money, d'argent de poche qu'on donnera. Tous vos revenus de base seront couverts par l'allocation universelle, et puis il y aura cet argent de poche que vous recevez si vous travaillez. Et en fait, parce que c'est les revenus relatifs et pas les revenus absolus qui comptent, en fait, vous travaillerez toujours autant, parce que ce qui compte dans votre boîte, c'est de monter en grade, d'être un peu plus haut que le voisin, de ne pas être, etc. Mais que les différences soient très grandes en termes absolus ou faibles, ça n'a pas beaucoup d'importance. Deuxième chose, c'est l'argument utilisé par Götz Werner. Je ne sais pas, certains d'entre vous connaissent Götz Werner. Götz Werner est un flamboyant avocat de l'allocation universelle en Allemagne, celui qui a vraiment contribué à faire depuis 2005 du Grundeinkommen un élément central du débat sur la protection sociale en Allemagne. Et c'est un patron de plus de 20 000 employés, une chaîne de droguerie qui s'appelle DM. Et alors, son argument consiste à dire, eh bien, si mes travailleurs ont la liberté de ne pas travailler, ils travailleront mieux, pas moins bien que ce qu'ils font aujourd'hui. C'est le deuxième argument. Troisième argument lié à ce que Chantal disait, ce qui est crucial, ce n'est pas qu'on ait un taux d'emploi extrêmement élevé, que l'offre de travail ne diminue pas, c'est qu'on ait une main-d'œuvre bien formée. Et là, ce qui est crucial, c'est la contribution de ce revenu socle à un va-et-vient flexible, souple, efficace entre les trois sphères, qui sont la sphère du travail, la sphère de la formation et la sphère familiale, pour qu'on puisse s'occuper de ses enfants au moment où ils en ont besoin, pour qu'on puisse un peu souffler pour ne pas avoir un burn-out bien avant d'être pensionné, et pour pouvoir acquérir une formation complémentaire au moment où on en a besoin pour permettre là aussi de se réorienter à temps et de faire des choses qu'on aime faire suffisamment longtemps. Quatrième et dernier argument, et là je reviens au début de mon exposé, c'est l'argument Lula, c'est de dire pourquoi est-ce que les gens travaillent? Pourquoi est-ce que les gens travaillent? Mais pour obtenir une forme de reconnaissance, y compris travail, pas seulement, y compris un travail rémunéré, c'est une forme de reconnaissance par l'ensemble de la société. Et donc, en ce sens-là, et c'était le titre un peu provocateur que j'avais annoncé, il y a une espèce de bizarre d'alliance un peu surprenante entre
l'allocation universelle et une éthique du travail, c'est-à-dire l'importance accordée au travail et au travail rémunéré. Mais plus les gens y accordent de l'importance, mais plus évidemment les chances qu'une allocation universelle, même élevée, soit soutenable sont grandes, hein, puisque on va continuer à travailler parce que le travail importe pour d'autres raisons que simplement la nécessité d'obtenir un revenu ou d'être suffisamment rentable. Alors, on pourrait dire, ben, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger là-bas de remplacer finalement les sanctions et les contraintes légales, hein, en disant vous ne recevez pas de revenu minimum si vous n'êtes pas disponible sur le marché du travail, remplacer ces sanctions légales par des sanctions morales, en disant. Hein, et si certains d'entre vous ont lu La conquête du pain de Kropotkin, hein, qui était un auteur anarchiste du truc, il lui était pour un droit au revenu. Et alors, il disait, si on est suffisamment riche, on peut le donner à tout le monde. Mais enfin, si vous le prenez sans travailler, comprenez bien que les autres, ils ne vont plus tellement vous fréquenter. Hein, donc, il y aurait une espèce d'ostracisme moral qui se... Bon. Alors, est-ce que... on ne risque pas de se retrouver... l'éthique du travail ne serait pas aussi grave, ou pire encore. Non, parce que l'effet crucial, c'est aussi Patrick y a fait allusion tout à l'heure, c'est la différence que cela fait pour les personnes dont le pouvoir de négociation est le plus faible. Et ça leur donnera... c'est très bien qu'il y ait chez chacun de nous une espèce de devoir moral de contribuer à la société, à nos proches comme à la société plus large. C'est très bien qu'on l'ait en nous. Une société fonctionnera mieux si on fait ça. Mais seulement, c'est important qu'on ait plus de choix, surtout ceux qui ont le moins de choix aujourd'hui, et une gamme de choix beaucoup plus large que ce qui existe aujourd'hui, et l'allocation universelle est centrale là-dessus. Je conclus simplement en disant que, un peu par la bande, ce que j'ai voulu mettre en lumière, ce qui est vraiment pour moi est fondamental dans toutes ces discussions sur le revenu de base, l'allocation universelle, peu importe comment on l'appelle, c'est la conjonction de ces deux conditions qui sont l'inconditionnalité par rapport aux ressources, on donne aux riches comme aux pauvres, et l'inconditionnalité par rapport à la disposition à travailler. Chômeurs volontaires ou involontaires, travailleurs à temps partiel ou à temps plein, tout le monde le reçoit. Hein, tout le monde le reçoit. Ces deux conditionnalités sont vraiment, il faut les défendre ensemble. Parce que si on avait que la première, ça tournerait, ça risque d'être une recette pour l'exploitation. C'est-à-dire qu'on donne le revenu universel à tout le monde, et puis les patrons en profitent en disant vous êtes obligés d'accepter l'emploi, vous ne pouvez pas le quitter parce que si vous le quittez, vous n'aurez plus rien du tout. Et donc, ça donne un pouvoir de négociation plus fort aux patrons, fait aux employeurs. Mais si on n'a que la seconde sans la première, c'est-à-dire si on dit, bon, le revenu est inconditionnel, mais il n'y a pas, c'est pas un revenu socle qui permet d'accéder à un emploi qui soit suffisamment attrayant, ben alors c'est une recette pour l'exclusion. On vous donne cet argent et puis foutez-nous la paix. Et donc, il faut vraiment les deux, c'est-à-dire l'universalité, c'est la possibilité de dire oui à des emplois, même faiblement rémunérés, à condition qu'ils soient suffisamment attrayants, en particulier par la formation qu'ils offrent. Et la seconde inconditionnalité, elle permet de dire non à des emplois qui sont des emplois emmerdants, qui ne donnent aucune formation, avec des patrons chiants. Eh bien, c'est très important de pouvoir dire non à ces emplois-là. Et c'est la conjonction de ces deux qui va à la fois permettre à l'ensemble d'être un investissement dans notre capital humain, de renforcer la présence des emplois qui offrent une formation. Donc voilà, pour moi c'est vraiment crucial, et que ce n'est pas seulement au nom de la justice, mais dans certaines limites aussi au nom d'une efficacité plus grande de notre économie, de notre société, qu'il faut défendre ce revenu de base.